Donc Emmanuel Soyer, je suis responsable du CERT Santé et j'y interviendrai au début pour introduire le webinaire et puis à la fin pour rappeler les activités du CERT Santé et puis ce pourquoi aussi on est passé de la cellule CSS au CERT Santé. Lionel, je t'invite à te présenter. Bonjour, moi c'est Lionel Pratt, donc je fais partie du CERT Santé du coup et je m'occupe de la partie accompagnement sur les incidents globalement. Monsieur Roman. Oui, Mickaël Roman, je suis RSSI du CHU de Nîmes et je vais intervenir sur un retour d'expérience. Élodie, peut-être Bon, rapidement, vous connaissez l'émission de l'agence. Oui, voilà, 3 missions principales, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Donc, créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques, et enfin, assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Merci. Alors, le webinaire, en fait, il va se passer en 3 temps, mais 2 temps principaux. Le premier temps, en fait, étant de vous communiquer un retour d'expérience de l'actualité récente des incidents qui ont eu lieu, qui ont affecté les établissements de santé, des incidents connus et peut-être moins connus. Et donc, Lionel va vous présenter le scénario type de l'attaque qui a eu lieu et de la compromission souvent importante des systèmes d'information qui en ont suivi. Ensuite, Lionel va vous présenter une fiche de plan d'action, de mesures qui concerne 5 points stratégiques du système d'information et fiche qu'on a publiée au mois d'avril, vers le 20 avril, sur le portail Cyberveille et qui propose des actions à mettre en place qui ne sont pas trop coûteuses, pas trop difficiles à mettre en œuvre et qui permettent de sécuriser le système pour réduire les impacts vis-à-vis de l'attaque et d'un certain nombre d'attaques qu'on a vues récemment. Avec cela, à la suite de cela, il y aura une présentation du retour d'expérience de la mise en œuvre d'une grande partie de ces mesures par le RSSI du CHU de Nîmes. Et puis moi, j'en terminerai sur les actions d'accompagnement du CERT Santé. Voilà, je te passe la parole, Lionel, pour cette première partie. Okay. Bonjour à tout le monde d'abord. Donc en fait on voulait du coup vous présenter un peu le scénario qui a pu se passer de manière globale que ce soit sur Albertville, Dax, Saint-Gaudens, Villefranche-sur-Saône ou d'autres structures qui n'ont pas forcément été médiatisées. Et du coup c'est un peu l'idée de ce qui se passe. Bon, globalement ça peut varier un petit peu, mais c'est un peu l'idée de comment ça se passe actuellement. C'est que du coup il y a plusieurs groupes. Donc il y a un premier groupe qui lui a industrialisé le fait d'exploiter des failles sur Internet. Donc quand il y a une faille CVE qui va sortir, il va y avoir un scan d'Internet de manière globale qui va être réalisé avec la volonté du coup d'exploiter cette faille pour obtenir des accès sur des systèmes d'information. Donc ça peut être à travers des CVE, ça peut être aussi des campagnes par phishing ou des campagnes même de type malware comme des mises à jour, des fausses mises à jour sur des sites ou des exploit kits ou des choses comme ça. Donc une fois qu'ils ont obtenu pas mal d'accès sur des systèmes d'information, eux ils vont les revendre. Donc ils vont les revendre à d'autres groupes qui vont avoir d'autres buts. Donc là, eux, ils vont les revendre à des groupes, par exemple, qui vont avoir des buts principalement d'impacter le SI pour demander une rançon. Donc ce deuxième groupe, lui, il va acheter des listes par exemple d'accès RDP, d'accès VPN. Et donc après, dans cette liste, lui, il va sélectionner, il va prioriser selon l'intérêt qu'il va y trouver à attaquer un autre ou dans la liste, en fait. Donc il va pouvoir se passer un temps plus ou moins important entre le fait où le premier groupe a obtenu un accès sur le SI, le fait qu'il va le vendre et le fait qu'il soit réellement utilisé pour impacter le SI. Donc une fois que c'est le tour de la personne, en fait, du coup c'est ce qu'on a pu voir dans l'attaque que ce soit Albertville, Dax ou dans d'autres, c'est qu'il y a le deuxième groupe, du coup, lui va agir manuellement. Il va rentrer dans le SI à travers des comptes qui sont valides. Donc là, globalement, ce qui s'est passé, c'était l'utilisation du VPN. Donc il rentre dans le SI, donc le fait de passer par le VPN, ça lui permet déjà de ne pas avoir de restrictions de sécurité sur le poste sur lequel il est pour attaquer le SI, et en plus il n'a pas la problématique du proxy qui peut être filtrant. Une fois du coup qu'il est dans le SI, après là c'est un peu comme la photo de montre là sur l'image, ça dépend si vous avez tout misé votre sécurité sur
sur un seul endroit ou si vous avez réparti un peu votre sécurité de manière plus globale. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, lui, son objectif, c'est de trouver rapidement un chemin pour obtenir le privilège d'admin du domaine en réalité. Pour après, une fois qu'il l'aura obtenu assez rapidement, souvent, parce qu'il va trouver une faille qui n'a pas été forcément corrigée ou potentiellement il peut avoir plein d'autres chemins pour obtenir les droits d'admin du domaine. Une fois que c'est obtenu, ce qui va se passer, c'est qu'il va se connecter au serveur de sauvegarde en premier pour casser toutes les sauvegardes pour être sûr qu'il n'est pas restauré. Après, s'il peut se connecter à l'hyperviseur, il va le faire aussi, il va chiffrer tous les disques DVM, puis après il va continuer ainsi de suite par tous les serveurs qui sont critiques, potentiellement même sur les postes de travail. Globalement, il va utiliser des applications qui sont du commerce, que ce soit BitLocker, que ce soit Best Encrypt ou d'autres éléments, et ce afin d'éviter de déclencher les alertes des antivirus, des EDR ou d'autres systèmes de sécurité que vous pourriez avoir. Et la seule chose en fait qui aurait pu, du coup, ces équipements de sécurité peuvent pas forcément le voir parce que du coup, ils considèrent que c'est simplement de l'administration standard. Parce que vous pouvez avoir tout simplement envie de chiffrer les disques durs de vos machines avec BitLocker ou voilà. Donc pour l'équipement de sécurité, pour lui, c'est une action d'administration en fait. La seule petite chose qui peut un peu faire tiquer, c'est l'horaire, car souvent, ce qu'on a pu voir, c'est que les attaques se font dans la nuit, souvent début de week-end ou fin de week-end, et ça dure environ quelques heures. Et puis après, c'est fini. Et donc après, il y a la demande de rançon. Et voilà, ça c'est le scénario global qu'on peut voir en ce moment et qui est assez actif. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là. Voilà, si vous avez des questions sur les modalités, certaines modalités d'exploitation. Oui, s'il vous plaît, Bruno Mourlon, CH Mazurel. Moi, j'ai une question. Est-ce que ces établissements-là étaient équipés d'un EDR qui aurait éventuellement pu détecter l'intrusion? Alors, à ma connaissance, ils n'en avaient pas. Après, attention aux EDR, parce qu'on a eu pas mal d'incidents, pas forcément du même type, mais sur des établissements qui avaient des EDR. Et l'EDR ne fait pas... ça a un petit peu amoindri, on va dire, l'attaque, mais c'est pas forcément... Ça n'a pas permis de la bloquer, quoi. Voilà. Faut pas tout miser dessus non plus, ce que je veux dire. Non, sans tout miser dessus, mais la question, c'est est-ce qu'un EDR, par exemple, aurait pu au moins éveiller les soupçons, quoi. Bah, l'EDR, en fait, ce qui serait passé, c'est qu'en fait, globalement, ça dépend du stock qu'il y a derrière l'EDR, parce que je sais qu'aujourd'hui, les solutions qu'on vous vend, c'est des solutions EDR avec un SOC intégré. Oui. Et du coup, ça aurait été déjà, il aurait fallu que le SOC, à l'heure où ça se passe, donc soit bien opérationnel, donc ça se passe souvent la nuit. Ouais. Et après, alors ça dépend de la procédure du SOC, mais du coup, c'est sûr que la chose qui peut les faire tiquer, c'est l'horaire. Oui. Après, faut voir comment. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire lui derrière, mais moi, ce que j'ai pu voir dans les différents incidents qu'on a pu avoir et où il y avait un EDR avec un SOC derrière, j'ai pas eu toujours l'impression qu'il y avait une grande maîtrise. Il y a pas mal de points qui me semblaient un peu pas forcément faits, comme essayer d'identifier le point d'entrée, des choses comme ça. Donc j'ai un peu, pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était forcément la meilleure solution et que c'était encore un peu enfin c'était pas au point, on va dire. D'accord. Merci. Ouais. J'avais une question, Jean-Luc. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des sites pour lesquels il y avait la double authentification d'Active pour les accès depuis l'extérieur qui se sont fait avoir? Ou est-ce que la double authentique, vraiment, c'est entre guillemets, c'est quand même une arme efficace de défense? Alors, à ma connaissance, il n'y avait pas de double authentification sur les sites, en effet, où il y a eu les problématiques. Là. Après, pour moi, c'est une arme qui est intéressante, forcément. Mais après, il ne faut pas non plus... L'idée, c'est pas de parce que là, aujourd'hui, c'est le VPN, mais demain, le scénario, il peut changer, ça peut être un autre moyen d'entrée. Mais c'est sûr que pour la partie VPN, nous, ce qu'on préconise, c'est sûr, c'est la double authentification. Après, il faut bien avoir conscience que c'est pas forcément non plus non contournable, on va dire. Il y a toujours moyen de contourner les choses. Donc, la double authentification, ça peut être contournable. Il y a des solutions qui existent. Mais ça va complexifier grandement la tâche de l'attaquant. Voilà. Après, c'est effectivement, c'est plus du tout le même calibre d'attaquant, quoi. Voilà, on est peut-être moins éligible aux petits pirates de quartier, quoi.
Là, c'est pas des pilleurs de quartier non plus, hein, parce que c'est quand même très organisé. Hein, c'est quand même, c'est de l'attaque très organisée. Hein, c'est pas des petits groupes. Hein. L'objectif, c'est de faire beaucoup de ransomware, enfin, d'impacter beaucoup de SI. Et là, ils vont en impacter 100. Peut-être qu'il y en a que 2 qui vont payer, mais sur les 2, bon, bah, voilà, ils ont fait leur marge, quoi, on va dire. Okay. C'est un peu leur modèle. Hein. Merci. Bonjour. Donc, ça veut dire que certains payent quand même? Alors, pas dans la santé forcément. Nous on préconise de ne pas payer, bien sûr. Mais après, c'est sûr qu'il y a, je vais pas vous cacher, je suis sûr qu'il y a forcément des sociétés qui payent. On en a déjà entendu parler, donc il y a toujours des gens qui payent. Sinon, le business, il marcherait pas, ils arrêteraient au bout d'un moment, ils trouveraient un autre plan, on va dire, un autre business model, on va dire. Et on a des chiffres des rançons payées ou c'est quelque chose qui reste vraiment marginal? C'est-à-dire des chiffres sur le montant des rançons, c'est surtout pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente. S'ils le font, c'est que c'est rémunérateur. Donc, oui, non, mais souvent c'est en Bitcoin. Alors effectivement, le Bitcoin est actuellement à 40 000 €, donc, mais ça peut être de 1 à plusieurs dizaines de Bitcoins, oui. Donc oui. D'accord. C'est lucratif, oui. Merci beaucoup. Et si on utilise une machine pour gérer les accès à distance, là, comme vous proposez, un espèce de bastion pour gérer le parc d'hyperviseurs ou de machines sensibles, ça limite aussi la casse, là? Alors, si vous voulez, ensuite, on aura un deuxième temps de questions-réponses sur la partie renforcement. Peut-être je vous propose de reposer vos questions à ce moment-là. Là, c'est vraiment les questions spécifiques sur l'attaque. Alors, je vois une question. Le poste utilisateur de M. Cordier était-il maîtrisé par le SI ou était-ce un poste personnel? Je te laisse répondre. Ouais, alors là, globalement, ça n'a pas trop de... C'est pas une question d'un poste, là. C'est pas un poste qui a été impacté. Là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de failles qui étaient sur les VPN ces dernières années. Là. Et globalement, il y a eu beaucoup de structures qui ont été impactées par ces failles VPN, en fait, et dont la Fortinet. Et celle-là, en fait, permettait un attaquant qui l'exploite, en fait, récupère les identifiants des personnes qui sont connectées, en fait. Donc, globalement, si vous vous connectez avec l'admin du domaine sur le VPN, ce qui arrive sur certaines structures, bah, là, vous êtes direct admin du domaine, il n'y a même plus besoin d'exploiter les failles 0 logon ou SIGRADE. Vous vendez directement un accès d'admin du domaine sur une structure. Et donc là, en fait, il n'y a pas d'interaction avec des postes parce que de toute façon, l'attaquant, il arrive directement dans le VPN avec son poste à lui. Enfin, son poste à lui, sous-entendu son poste à lui. Et du coup, bah, en fait, il a une IP comme parmi tant d'autres, en fait. Donc, il n'y a pas de... Là, il n'y a même plus de problématique de poste, en fait. Il a un accès direct au serveur, en fait. Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux des accès RDS ou RDP? Alors non, il vaut mieux pas. Nous, on préconise pas les accès RDS ou RDP par Internet. Hein. Il vaut mieux passer par un VPN, puis après un accès RDS ou RDP, en effet. Ça peut être une solution, avoir un rebond, en gros, après être rentré par le VPN pour rebondir sur des éléments, mais globalement, c'est pas forcément une bonne chose de mettre un RDS ou un RDP sur Internet. De manière globale, c'est toujours risqué de mettre un accès à son SI sur une interface, on va dire, d'administration, que ce soit du VPN, du RDP, du SSH. Sur Internet, c'est pas forcément une bonne chose. Et si on le fait dans le cadre du VPN, du coup, qui est quand même la solution la meilleure, il faut forcément la durcir, avoir son VPN à jour et globalement aussi peut-être mettre de la double authentification, des choses comme ça. Mais ça, du coup, on pourra le voir après par rapport à une mesure. J'ai une autre question, peut-être plus sur la partie renforcement, donc je propose de la voir après. J'avais une dernière question. Avez-vous déjà utilisé le site No More Ransom? Ça, c'est pour les extensions, ça, je crois, mais ça, c'est pour identifier quel type de ransomware c'est. Mais ça, après, globalement, de toute façon, aujourd'hui, ceux qui font du ransomware, globalement, il y a peu de chances d'arriver à déchiffrer, hein, parce qu'ils font ça bien, avec des solutions souvent du marché, donc des solutions qui sont efficaces. Donc après, pour récupérer, c'est peu probable, en fait. Donc du coup, No Ransom, en fait, ça sert à part savoir exactement quelle menace on est exposé, ça n'a pas trop d'intérêt en tant que tel, j'ai envie de dire, sur le moment. Bon, écoute, on va poursuivre. Alors, il y avait une question complémentaire sur RDS, RDP, même en flux RDS, RDP ouvert sur demande. Alors, effectivement, ça réduit, mais bon, est-ce que c'est suffisant?
Après, ouais, le mieux, c'est quand même de mettre du VPN et après de proposer un RDP ou un RDS. Entendu. Merci. Une question sur Linux, mais je crois qu'on l'a. Oui, on va peut-être la. Tu veux y répondre tout de suite ou après? Attends, j'allais déjà. C'est sûr que d'avoir aujourd'hui, oui, j'ai peut-être pas précisé, c'est vrai que sur tous les incidents qu'il y a eu là, tous les services Linux en effet ont été épargnés parce que globalement en fait l'attaquant cherche juste à obtenir le compte d'admin du domaine et du coup après il a accès forcément à toutes les machines qui sont dans l'Active Directory, donc principalement des Windows, même si globalement il y a quand même des fois sur des hyperviseurs qui ont une authentification basée sur l'Active Directory qui peuvent aussi être impactés. Donc voilà, même du coup des Linux qui utiliseraient de l'authentification Active Directory pour obtenir un service pourraient être potentiellement impactés. Mais sinon, en effet, les Linux de manière globale sont pas visés aujourd'hui en tout cas. Bon, je propose de passer à la deuxième partie. Bon, je te laisse poursuivre. Okay, donc du coup, la démarche qu'on a publiée là dans les fiches d'action, dans la fiche d'action, elle est basée un peu sur ce schéma. En gros, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il y a un attaquant qui est tout en haut là à gauche qui lui va obtenir un accès dans votre SI, soit à travers un utilisateur, un poste de travail, un service qui va être connecté sur un service exposé sur Attack, que ce soit du VPN ou même un service vulnérable, comme aujourd'hui on a pu voir la File Exchange récemment. Et lui, son objectif, c'est de rentrer par la petite porte du coup et d'arriver et de rentrer dans votre SI en profondeur pour aller toucher les services les plus critiques. Donc, qui sont pour nous globalement l'hyperviseur et la sauvegarde, puisqu'ils hébergent globalement tous les autres serveurs du SI et toutes les données du SI en fait. Et du coup, pour identifier un peu finalement si le serveur est critique ou pas dans son SI, il y a un peu, en gros, pour nous, il y a 6 questions à se poser. C'est une fois, si le serveur est compromis, finalement, quel impact il a au niveau du SI, au niveau du contrôle sur le SI. Donc globalement, si on prend l'AD, s'il est compromis, globalement l'impact il est énorme vu que toutes les machines Windows sont impactées par une possible. Enfin, on peut contrôler les machines à travers lui. Pour aussi la partie du coup, la question c'est une autre question du coup, c'est l'effet. On va appeler ça l'effet papillon. C'est si on enlève une machine du SI, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la suppression d'une machine va créer un gros impact dans le SI? Globalement, si on prend l'AD, c'est un peu la même idée. S'il n'y a plus d'AD, globalement, derrière, s'il n'y a plus de DNS non plus, généralement, il n'y a plus d'HTTP, donc du coup, le SI ne marche plus. En plus, il n'y a plus d'authentification, globalement. Après, il y a la partie données, donc du coup, là, c'est se poser la question, les données qui sont dessus, est-ce qu'on peut les perdre? Est-ce qu'on peut finalement les reconstruire facilement ou pas? Par exemple, dans le cadre d'un dossier patient, ça me paraît un peu compliqué de les reconstruire de bout en blanc. Pareil sur la partie vol, du coup, finalement, est-ce que les données sont sensibles ou pas? Est-ce que c'est important de se faire voler le dossier passant? Je pense que oui. Par contre, des données qui sont sur un serveur ou qui sont exposées sur Internet, donc des données publiques, peut-être moins d'impact à se les faire voler. Et après, il y a la partie du risque du serveur, de son exposition, en fait, savoir déjà s'il a une surface d'attaque naturelle qui est importante ou pas. Donc globalement, ça va dépendre de savoir si déjà il y a des failles connues sur ce service, savoir s'il y a beaucoup de techniques d'exploitation sur ce type de service. Et après, l'autre point aussi à prendre en compte, c'est finalement, est-ce que ce serveur, est-ce qu'il est exposé par rapport, est-ce que c'est un point qui va être ciblé par un attaquant? Globalement, un serveur qui a rien dessus, l'attaquant s'en fiche un peu. Par contre, un hyperviseur, c'est sûr qu'il est plus exposé quelque part parce que c'est le serveur qui va viser en premier, quoi. Parce qu'il sait que derrière, il aura accès à énormément de machines. Donc après, l'idée, c'est que du coup, on ne le voit pas bien, mais en bas à droite, il y a l'administrateur, en gros, qui lui va faire dans le sens inverse. L'idée, c'est justement de créer des actions en remontant, de protéger les données, finalement, les services les plus sensibles pour remonter vers les services les moins sensibles, voire les plus compliqués à maîtriser. Et donc, en faisant ça à travers des quick wins, donc en essayant de prendre des actions les plus simples à mettre en place et qui ont le plus gros impact au niveau sécurité. Et la chose qu'on a voulu représenter en haut, finalement, c'est l'utilisateur qui, lui, est globalement imprévisible au niveau du haut de la pyramide et qui est difficilement contrôlable, alors que c'est vrai que du coup, lui, il contrôle les postes de travail et potentiellement, si c'est un admin, il contrôle son poste d'admin. Par contre, tout ce qui est la partie en bas, du coup, c'est la partie serveur qui est quand même plus contrôlable, où on peut plus prévoir le risque et mieux le maîtriser, on va dire. Aujourd'hui, si vous enlevez un utilisateur à l'Internet, globalement, il y a de grandes chances qu'il mette son téléphone en 4G et qu'il partage sa connexion. Et c'est difficile parfois aussi de restreindre un utilisateur, ou des utilisateurs qui, lui, du coup, à partir du moment où vous allez commencer à vouloir le restreindre, il va chercher un moyen de contournement.
Et c'est là où aussi il va augmenter le risque sur votre récit. Donc cette partie-là, c'est la plus complexe finalement à sécuriser. Et c'est important de la prendre en compte, mais il faut aussi bien prendre en compte que c'est quasiment mission impossible pour avoir une sécurité sûre à ce niveau-là. Donc il vaut mieux baser sa sécurité sur le bas que toute sa sécurité sur le haut, on va dire. Alors, je te laisse passer à la slide suivante. Donc dans cette idée-là, du coup, on a fait le plan d'action. Donc la première action qu'on a identifiée, c'est surtout la sauvegarde des hyperviseurs, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de structures qui, sur ce qu'on a pu voir dans la presse, qui finalement n'avaient pas forcément, qui avaient des sauvegardes, mais qui étaient connectées à l'AD et qui ont rapidement été compromises par les attaquants. Donc l'idée, du coup, c'est d'avoir cette sauvegarde déjà, si possible, sur bande, ou sur un disque dur externe. Attention au disque dur externe, parce qu'on a aussi vu des structures qui avaient un disque dur externe, qui l'ont reconnecté sans voir que leur SI était encore qu'il était compromis, et du coup le disque dur s'est chiffré aussi. Du coup, ils ont perdu leur disque dur externe. La deuxième idée, c'est aussi que le serveur de sauvegarde et l'hyperviseur, si c'est par exemple un serveur sous Windows, c'est que le système d'exploitation soit déconnecté de l'AD en fait. Et en même temps, l'interface d'administration, donc pour un hyperviseur, son interface d'administration, que ce soit pas basée sur une authentification de l'Active Directory. Et pareil pour la partie sauvegarde. Et ce qu'il faut bien aussi se prendre en compte, c'est des fois on nous a dit oui, c'est bon, la sauvegarde n'est pas dans l'AD, mais par contre la sauvegarde était sur l'hyperviseur qui lui-même était dans l'AD. Donc là, c'est pareil, c'est un peu mission perdue. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte les deux, l'hyperviseur et la sauvegarde, surtout si la sauvegarde est virtualisée. Après, ce qui est important, c'est que du coup, si on base son authentification locale, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'avoir des mots de passe forts et aussi de les mettre à un endroit qui est sécurisé, qui passe ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas les laisser sur un poste traîner. Voilà, il faut prendre cette mesure en action. Et ce qui est intéressant, c'est à ce niveau-là aussi, c'est de mettre de la double authentification pour essayer de limiter au maximum le risque de se faire compromettre ces services qui sont très critiques. Alors, l'autre possibilité aussi, c'est toute la partie, toute la partie administration du système d'exploitation. C'est important qu'elle ne soit pas accessible en dehors des personnes légitimes, donc généralement les administrateurs. Donc soit vous avez, dans le meilleur des cas, vous avez un bastion ou un rebond, et c'est eux qui ont accès à ces interfaces, soit c'est le poste d'administration si vous n'avez pas de rebond ou de bastion. Et après, si vous avez un bastion et un rebond, le mieux c'est d'avoir la double authentification directement à ce niveau-là. Après, le dernier point à prendre en compte aussi, c'est l'agent de sauvegarde. Donc l'idée, c'est que l'agent de sauvegarde d'une machine puisse pas, à travers une machine, donc on puisse pas supprimer les sauvegardes d'une autre personne. Parce que là aussi, ça peut être problématique. Et de manière plus générale, du coup, il faut que, bien sûr, tous les deux systèmes, que ce soit l'hyperviseur ou la sauvegarde, soient à jour. Parce que si c'est pas à jour, globalement, ça sera vite fait pour l'attaquant aussi de pouvoir potentiellement atterrir sur la sauvegarde. Et de manière, l'idée une fois que vous avez établi une fois que vous avez mis en place toutes ces règles, globalement, si vous scannez un hyperviseur si vous mettez un poste un portable dans le réseau de l'hyperviseur sur la même plage IP que vous scannez les ports, normalement, vous devriez voir 0 port ouvert. Parce que l'hyperviseur, normalement, n'a pas de service. Voilà, il n'y a que le poste d'administration ou le bastion qui devrait voir un port ouvert. Et pour la sauvegarde, il en est de même, sauf que bon, là, on pourra potentiellement voir le port où l'agent de sauvegarde vient pousser sa sauvegarde, mais sinon, globalement, il ne devrait pas y avoir d'autres ports non plus ouverts. Voilà. Je te laisse passer à la... Ok, alors la deuxième... Ouais. Ok. La deuxième mesure, du coup, c'est les mises à jour. Donc là, c'est une des, j'ai envie de dire, la plus importante après. Du coup, là, c'est pareil, c'est comme par rapport à la pyramide, il faut essayer de faire les plus critiques en premier, en fait. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des failles qui sont plus utilisées que d'autres par les attaquants, en fait. Donc là, globalement, c'est Zero Logon, Sigred et Eternal Blue. Et dernièrement, la faille Exchange. Donc, c'est vraiment des failles qu'il faut enlever de son parc, sachant que Zero Logon Secret, ça concerne que les contrôleurs du domaine. Parce qu'en fait, c'est des failles qui sont liées au contrôleur de domaine. Secret, c'est une faille DNS qui, du coup, c'est quand le contrôleur de domaine héberge le DNS. Zero Logon, c'est sur le NetLogon. L'Eternal Blue, c'est sur la faille, c'est sur une faille de SMB V1 qui normalement devrait plus être utilisée, mais qui est utilisée quasiment sur beaucoup de parcs. Et donc ça, c'est une faille qui date de 2017, mais qu'on trouve encore aujourd'hui sur de nombreux parcs.
et qui malheureusement permettent souvent de se propager de manière assez dramatique. Donc l'idée, c'est bien sûr de prioriser. Donc en premier, le contrôleur du domaine, après les serveurs critiques, Exchange, WSUS, l'Active Directory, parce que finalement, c'est des serveurs socles qui vont servir à tous les autres serveurs. Et donc si vous compromettez un serveur socle, globalement, vous compromettez quelque part tout le SI. Donc après, ça va être les serveurs aussi qui ont des mots de passe admin du domaine. Donc là, Exchange en fait partie souvent, mais ça peut être d'autres serveurs. Et après, on remonte comme ça jusqu'au poste de l'utilisateur, mais le principal, c'est au moins d'avoir fait la partie serveur, au moins jusqu'à la partie serveur critique. Après, ce qui est important aussi, c'est du coup d'avoir de faire attention à son antivirus, qu'il soit à jour, que ce soit au niveau logiciel ou signature, et bien sûr de surveiller les alertes, et surtout en particulier sur les serveurs, car c'est jamais normal d'avoir une alerte antivirus sur un serveur. Donc s'il y en a une, il faut vraiment vous inquiéter, il faut vraiment faire attention. Et voilà. Et après, on a mis un petit point, bon, c'est pour les gens, des fois, quand on veut se presser, on oublie, mais c'est important de faire un snapshot, bien sûr, avant de faire une mise à jour pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Voilà, je te laisse passer à la prochaine. Donc la troisième problématique, finalement, c'est si on reprend le scénario de ce qui s'est passé sur les différentes structures. Donc en gros, là, l'attaquant est sur le VPN, il passe sur une faille de type Eternal Blue, Zero Logon ou autre. Il obtient un accès d'administrateur du domaine. Et après, globalement, en fait, il va sauter sur les différents serveurs à travers le RDP ou en PSExe ou dans PowerShell à distance. Donc normalement, toutes ces interfaces-là, c'est des interfaces qui sont liées à l'administration des serveurs et des postes. Et normalement, ces interfaces-là devraient être accessibles que aux administrateurs et pas à tout le SI. Mais en réalité, ce qu'on voit souvent par défaut, ces services sont pas forcément filtrés pour telle machine. Ils sont accessibles à tout le monde et globalement, on base la sécurité sur le fait qu'on ait un login et un mot de passe valide. Donc l'idée dans cette slide, c'est vraiment de se dire qu'en fait, on donne accès à ces interfaces admin, que ce soit du RDP, que ce soit du WMI à distance, du PowerShell à distance ou du PSExe, donc du char admin, c'est que ces accès-là, ils soient accessibles que aux machines légitimes en réalité. Donc si vous avez un bastion ou un rebond, ce sera ces machines-là. Si vous n'en avez pas, potentiellement, ce sera les postes d'admin du domaine. Dans ce cadre-là, du coup, ça aurait pu permettre pour les attaques qu'on a pu voir, ça aurait pu permettre de limiter au moins, de rendre plus complexe le fait d'impacter les différents systèmes, parce qu'il aurait fallu qu'ils trouvent le bon chemin pour y accéder. Et selon le poste d'administration, s'il avait été peut-être le poste d'admin de l'admin qui avait les droits, s'il avait été correctement à jour et qu'il n'était même peut-être pas connecté au réseau, ça aurait pu être complexe pour lui d'identifier, quoi. Donc voilà. Je te laisse passer à la suite. Alors là, du coup, on parle du point par lequel ils sont rentrés. Du coup, c'était l'accès VPN. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup d'utilisation de l'accès VPN pour compromettre les SI. Donc globalement, ce qu'on conseille, déjà, c'est dans un premier temps, c'est qu'il soit à jour, parce que là, globalement, beaucoup de failles, beaucoup d'attaques qu'on a pu voir, c'est parce qu'en fait, le VPN n'était pas à jour, ou quand il a été mis à jour, les actions de correction n'ont pas été faites intégralement. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'en mettant un patch, c'est fini, tout est protégé et c'est fini. Mais en réalité, il faut quand même bien identifier qu'est-ce qu'on patch et quel a été le risque durant le temps où on n'a pas été patché. Et c'est souvent ça qui est un peu oublié par les personnes et qui fait que finalement, après, derrière, ils se font compromettre. Parce que si on respecte le fait de se dire que, par exemple, pour la faille Fortinet, on sait que c'est les identifiants qui ont fuité. Si on respecte le fait de mettre le patch et après de changer tous les identifiants du SI, globalement, là, l'attaquant, il a des accès qui sont plus valides. Donc, ça aurait pu corriger une partie du problème. Donc là, nous, ce qu'on conseille, c'est déjà qu'il soit à jour. Deuxièmement, qu'il y ait potentiellement mettre en place une double authentification. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui le proposent nativement. Là, récemment, on a une personne qui avait du Juniper, il y a un KB qui existe et en une semaine, là, il a passé de la double authentification sur son VPN. Il y en a certains autres comme Fortinet qui sont payants et qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Et après, il y a des solutions open source du style OpenVPN qui permettent aussi, ou PFSense en manière intégrée, qui permettent de rapidement s'y mettre de la double authentification. Et de manière globale, ce qui est intéressant, c'est de surveiller ces logs. Parce que ce qu'on peut constater sur les différents incidents qu'il y a eu quand on a regardé les logs, finalement, c'est qu'on voyait bien quand même qu'il y avait des connexions depuis l'étranger et qui auraient pu être peut-être décelées un peu en amont
pour se dire, tiens, il y a un compte qui a été compromis. Donc là, c'est vrai que c'est important aussi de mettre cette action en place. Et si en plus on met du double facteur, même s'ils arrivent à contourner le double facteur, le fait qu'on ait de la surveillance, généralement, s'ils arrivent à contourner le double facteur, c'est qu'ils le font en journée, parce que du coup, ils ont quand même besoin d'une interaction utilisateur. Et du coup, si c'est en journée, déjà, vous verrez peut-être plus la chose arriver, et vous verrez, ça sera plus simple à gérer l'incident, en fait. Alors, je te laisse passer sur la suivante. Donc le dernier point, c'est la partie web sortant. Alors là, c'est pas forcément dans le contexte des scénarios qu'on a pu indiquer en haut, parce que du coup, c'est vrai que là, la partie l'attaquant utilisait le VPN, du coup, il n'avait pas la problématique du proxy. Maintenant, c'est quand même important de mettre la partie proxy, et c'est pour ça qu'on l'a mise, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'attaques qui peuvent être bloquées à travers le proxy. Récemment, on a vu tout un parc entier qui s'était pris Emotet, et dont le SI n'avait pas forcément identifié. Et finalement, en fait, c'est le proxy qui a bloqué toute la partie Emotet parce qu'en fait, il acceptait pas en fait, Emotet, c'est de générer un canal qui est pas protocolairement, qui est pas du HTTP, HTTPS. Il identifiait, du coup, il cassait la connexion et du coup, ça a permis de pas que le malware Emotet puisse pas créer un canal tierce qui permet de récupérer le ransomware en fait. Donc tout le parc était complètement compromis jusqu'à l'AD, mais ils n'ont pas été affectés. Et de manière globale, c'est la même idée. Par exemple sur Exim, il y a une faille qui est sortie cette semaine ou la semaine dernière. Donc la faille s'exploite à travers Exim, mais globalement, si vous voulez l'exploiter, c'est en aveugle. Et donc la connexion de retour, il faut ouvrir un canal tierce en fait. Du coup, l'idée de l'attaquant, ça va être de demander à Exim de créer une connexion vers lui. Du coup, si vous interdisez les connexions du serveur vers n'importe qui, globalement, il ne pourra pas générer cette connexion. Il ne pourra pas générer cette connexion et ça va le gêner. Donc, le proxy, c'est quand même important, même si dans le cadre de scénario, en effet, ça n'a pas été forcément important. De manière générale, c'est quand même important. Donc, ce qu'on préconise, nous, c'est de mettre un proxy. Si vous n'en avez pas, le plus simple, c'est de mettre un transparent, comme ça évite d'avoir de l'impact sur le SI. Et après, de manière générale, la première chose à faire pour nous, c'est justement de mettre cette cassure, cette vérification protocolaire, d'être sûr qu'en fait la personne, quand elle fait de l'HTTP, elle fait réellement de l'HTTP, et quand elle fait de l'HTTPS, qu'elle fait réellement de l'HTTPS. Parce qu'en réalité, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que les attaquants font, c'est qu'en fait, ils passent par l'HTTPS, ils créent un tunnel HTTPS qui n'est pas réellement du TLS ou du SSL, et en fait, c'est un protocole subsidiaire et qui permet de prendre le contrôle. En fait. C'est un peu ce que fait TeamWeaver en réalité quand vous créez une connexion TeamWeaver à travers votre proxy. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, si vous arrivez à faire un TeamWeaver, globalement, c'est que votre proxy n'est pas configuré pour casser ce genre de problématique. Voilà, moi j'en ai fini. Je pense que ça va être à Mickaël de prendre la suite. Alors, voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Roman, pour votre retour d'expérience suite à ce qui a été présenté par Lionel. Ok. Je vais dérouler les slides. Ok, très bien. Ok, bon, on peut passer. Donc, je suis Mickaël Roman, je suis RSSI au CHU de Nîmes depuis 2013. Et en fait, donc j'interviens plus sur un retour d'expérience. C'est un peu toute ma démarche depuis ces dernières années. En fait, on se rend compte qu'elle couvre le plan d'action qui est proposé aujourd'hui. En fait, la menace a quand même évolué depuis 2013-2014. En 2014, mon analyse de risque me permettait de dire que les ransomware allaient commencer à prendre des habitudes de propagation automatique. On commençait à le sentir, ça n'existait pas vraiment, puis c'est intervenu un peu après avec WannaCry et NotPetya la même année, quelques années après. Et donc en fait, dès 2014, j'ai mis en place un plan malware, j'ai appelé ça comme ça, que j'avais proposé à mon DSI. Au fil des années, on a suivi aussi les méthodes d'attaque, les vulnérabilités, jusqu'à ces dernières, et puis on a pris comme ça des mesures pour bloquer ces risques-là. Donc quand je suis arrivé, juste pour faire un état des lieux, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, classiquement un peu partout, il y avait plus de 100 personnes qui étaient admins du domaine. Bon, on est quand même un CHU, hein, donc il y a beaucoup de postes de travail, on est 7000 utilisateurs, voilà, mais quand même 100 personnes qui sont admins du domaine, ça faisait beaucoup. Aujourd'hui, on est à une douzaine à peu près, c'est encore trop.
on avait un filtrage qui n'était pas existant, ce qui fait que du coup, on était souvent blacklisté en tant que spammer, par exemple. On avait des virus qui tournaient, typiquement Configure qui aimait bien rester sur les XP. On avait beaucoup de réseaux différents, mais qui étaient tous à plat. Et puis après, on avait des trucs classiques qui ont tendance à traîner longtemps, c'est-à-dire des serveurs de fichiers avec des droits qui ne sont pas gérés, des serveurs qui n'étaient pas à jour, des trucs comme ça. Il y avait quand même des choses qui étaient faites. Et globalement, on partait d'un niveau assez loin, quoi. Allez-y. En 2015, il y a la grosse vague ransomware qui arrive. Ça explose complètement. Puis après, en plus, il y a Loki qui arrive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc en 2015, nous, on a pris 5 infections sur l'établissement. Que des petits trucs, avec des petits ransomware à l'époque, pas des trucs très... le genre de trucs qu'on trouvait aussi à la maison à l'époque. La plus conséquente nous prend quand même quelques jours pour nettoyer un serveur de fichiers. Et puis, la dernière, ça a été en décembre. Un CV qui est envoyé directement en réponse à une offre d'emploi, directement à notre DAF, directeur financier. C'est le dernier ransomware qu'on a eu à ce jour, certainement grâce aux mesures qu'on a prises. Et donc les mesures, je vais vous les lister juste après. Allez-y, monsieur Soyer. Alors d'abord, ça a été des mesures de filtrage web. On a mis en place le proxy transparent. En fait, mettre en place un proxy transparent, déjà, c'est ultra simple parce que c'est transparent, comme le nom l'indique, en fait. Et c'est notre pare-feu frontal qui permet de faire ça, aujourd'hui. On avait sélectionné des catégories, on les avait faites valider à l'époque par la direction générale. C'est un moyen aussi de les impliquer. Parce qu'il y a souvent ça dans les mesures de sécu, c'est que sans aval de la hiérarchie, de la direction générale ou de la CME, ça peut être difficile. Donc j'ai pas hésité à faire remonter. Il y a un truc qui est super intéressant dans les pare-feux qui permettent de faire ça, ou dans les proxys de façon générale, c'est qu'il y a des catégories de sites, par exemple, qui sont marquées non catégorisés. C'est-à-dire que c'est un site qui ne sera pas un site de business, un site de... Voilà. C'est un site qui n'est pas catégorisé. Un webinaire, c'est sur la sécurité. Donc les sites non catégorisés sont des sites qui sont très utilisés. D'ailleurs, il y a aussi les nouveaux domaines. C'est très utilisé parce que les pirates vont aller acheter un truc un peu à l'arrache sur un registraire pas très sérieux, et puis ils vont balancer une charge comme ça. Donc si vous pouvez bloquer ces catégories-là. Un truc un peu plus... juste celle d'avant, pardon. Juste un truc qui est intéressant aussi, c'est les raccourcisseurs d'URL et les hébergeurs temporaires du type WebHost App, les trucs comme ça. Et les raccourcisseurs d'URL, Bitly, pas mal de trucs comme ça. Beaucoup de phishing permettent de télécharger des charges via ces trucs-là. Donc perso, j'ai bloqué. Et un point qui a été, pareil, débattu en CME et DG, on a bloqué les webmails personnels, c'est-à-dire les Gmail, Yahoo, La Poste et compagnie, et on a autorisé uniquement le webmail professionnel, donc interne. Ça, c'est une énorme mesure pour nous, ça nous a changé la vie. Donc, je pense que c'est une des mesures principales. Allez-y. Alors, bloquer, filtrer, effectivement, ça demande de s'organiser un peu. Et en fait, le mot d'ordre, c'est d'être cohérent, je pense. La politique, elle se fait toute seule, parce qu'on va prendre l'habitude de bloquer. On a des catégories qui ont été validées, d'autres qui sont ouvertes ou pas, enfin, qui sont ouvertes. On a éventuellement, c'est bien d'avoir une charte informatique qui reprend ça. Comme ça, elle est validée par la DG, par les instances du personnel. Ça fait une... Voilà, disons que ça nous donne le poids de dire non. Sur le filtrage web, un autre point qui est très important, c'est que les utilisateurs doivent faire du HTTP et du HTTPS. Et donc, en fait, pour ça, il faut bloquer tout le reste. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une règle de filtrage pour que les postes de travail sortent que sur ces ports-là. En dessous, si vous avez besoin, vous faites des règles d'exception, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un poste ou 10 postes qui ont besoin d'accéder à je ne sais quel protocole pour sortir. Dans ce cas-là, vous les identifiez, vous faites une règle dédiée. L'inconvénient de filtrer, c'est que, enfin l'avantage du coup, c'est que TeamViewer, Anydesk, tous les trucs non contrôlés
ils vont sortir du bois, hein. Ils fonctionneront plus, donc les gens vont revenir vers vous en vous disant « j'arrive plus à faire ça ». C'est pas grave, dans ce cas-là, c'est pas grave. Il y a une façon de faire ça sur les pare-feux, c'est qu'on crée la règle, on la laisse en écoute quelques jours, on vérifie ce qui passe ou ce qui est bloqué dans les logs, et puis on applique un peu plus tard la mesure. Alors j'ai une question du coup, peut-être je la prends là, de toute façon, quel outil de prise en main à distance reste utilisable? Alors nous, chez nous, on utilise les outils de SSCM, donc des outils d'administration en fait. On utilise RDP, SSH, et un outil corporate qu'on a choisi comme étant corporate. Donc voilà, c'est nos outils d'administration. Pour la prise en main à distance depuis l'extérieur, on a fourni à nos prestataires un VPN avec une coupure via un bastion d'authentification. Et pour les éditeurs Biomed qui utilisent TeamViewer et AnyDesk, c'est pas chez nous, on a interdit ça. Et ils passent eux aussi par du VPN et Bastion. Par contre, effectivement, quand vous avez Philips, Variant ou des trucs comme ça, c'est la question qui suit. Forcément, Philips, GE, Variant, Siemens, tous les plus gros, là, ils sont ultra chiants. Mais il faut dire non et rester sur du non. Et s'il vous plaît, aidez-moi. Je crois que je suis un des seuls à dire non. Enfin voilà, c'est super dur. Je tiens face à eux, je leur dis que non, chez moi, ça ne passera pas avec du TeamViewer. Ils insistent pour ouvrir avec de l'Acceda, des trucs comme ça, hein, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Ah, pas le seul, bah, c'est bien, merci. Entendu. Merci, c'est bien. Donc vous pourrez dire aussi que le CHU de Nîmes refuse tout ça, quoi. On n'est pas les seuls. Sur le filtrage web, donc ça reprend. Parfait, merci. Merci à tout le monde qui réagit, c'est cool. Sur les protocoles autorisés, donc comme on disait là, dans le plan d'action, c'est que filtrer et autoriser par exemple le port 443 HTTPS, ça ne veut pas dire que ça va être du HTTPS qui va passer dessus. On peut très bien monter un tunnel VPN par-dessus. Du coup, alors c'est une mesure qui est un peu plus avancée, hein, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Il faut des pare-feux un peu plus avancés. On peut faire ça via le filtrage applicatif en général des pare-feux. Les Fortinet font ça très bien, il y en a plein qui font ça très bien. Palo Alto et tout ça, enfin voilà. Et pour moi, c'est des pare-feux un peu plus avancés que... un point qui est super important, c'est que les serveurs n'ont pas besoin d'avoir accès à Internet, donc pas d'accès Internet aux serveurs, et même, et surtout d'ailleurs, quand ils sont en DMZ, puisqu'en fait, un serveur DMZ fournit un service, donc la règle est faite pour qu'il fournisse le service, la règle de pare-feu, mais il n'a pas accédé à Internet. Ce qui fait qu'en cas d'intrusion, le gaz ne sortira pas. Pareil pour les stations d'admin, et on crée des règles de maintenance qu'on ouvre si on a besoin, parce que je pense que c'est la bonne pratique. Une des mesures qu'on avait mis en place à l'époque, on recevait énormément de mails de phishing, on s'est fait pirater pas mal d'adresses qui, immédiatement, presque immédiatement, c'était par des robots, hein, renvoyaient 500 mails d'un coup à d'autres établissements, souvent dans la santé ou dans la recherche. Je vous ai dû subir ça aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé d'anti-spam, déjà, on en a mis un sur lequel on avait un peu plus de contrôle. Et un des trucs qu'on a fait, c'était de bloquer les fichiers. On a bloqué 123 extensions différentes. C'est assez simple à faire, ça, tous les anti-spam peuvent le faire. Et par exemple, on a décidé de bloquer tous les fichiers zip. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de virus dans les fichiers zip avec des mots de passe. Et Motet, entre autres, hein, c'est diffusé comme ça. Sur le pare-feu, on peut doubler, en fait, sur l'anti-spam, on peut bloquer aussi sur l'anti-spam ce qu'on a bloqué dans le pare-feu, c'est-à-dire les raccourcisseurs d'URL. Bitly est ultra utilisé pour du phishing. Les hébergeurs temporaires, tout ça. Voilà. Sachant que ça fait quand même des faux positifs, donc il faut avoir un peu le support qui suit derrière. Il y aura quelques tickets. Les accès extérieurs, donc les VPN, télétravail, les prestataires, donc j'en ai un peu parlé du coup. Ouais, clairement, ça râle quand on leur dit qu'ils n'ont pas TeamViewer, et puis après, ils s'y font. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, celle-là, un peu. Il y a un point intéressant sur cette slide, je pense. C'est un truc qui est très simple. On peut mettre sur les règles de pare-feu qui autorisent le VPN, ou sur vos accès VPN, vous pouvez mettre des créneaux d'horaire. Et du coup, par exemple, la majorité de vos utilisateurs n'ont pas besoin de se connecter la nuit.
Donc, vous allez mettre des horaires du genre 7h, 19h, et puis au-delà de ça, ils n'ont pas besoin de se connecter. C'est intéressant parce que si un pirate prend un compte, il ne pourra pas se connecter la nuit, du coup, ça lui réduit beaucoup sa surface d'attaque. Sur les VPN, on a choisi, donc j'en ai parlé rapidement aussi, on a choisi de mettre en place un bastion d'authentification. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché, j'ai vu qu'il y avait une question, on y répondra après, je pense. Un point qui est super important, c'est l'authentification à multifacteur. C'est un point sur lequel je suis en train de travailler pour mes accès VPN. Je ne suis pas bon dessus, mais j'ai plusieurs solutions en cours. Il y a d'autres points, c'est vérifier les habitudes de connexion. Si vous avez, par exemple, un SIEM, c'est faire ça. Il y a des scripts aussi qui peuvent le faire, mais si vous avez un SIEM, vous pouvez faire ça facilement. En interne, je pense que les mesures à mettre en place vraiment le plus vite, ça rejoint le plan d'action, c'est de protéger les sauvegardes. Parce que je pense qu'il faut raisonner d'une façon un peu, comment dire, faut être clair. Hein. Il y a des fortes probabilités qu'on subisse une intrusion, qu'on subisse un risque, qu'on subisse un événement de sécurité grave. Qu'est-ce qu'on veut qui fonctionne toujours une fois que tout sera chiffré? Clairement, c'est les sauvegardes. Il n'y a pas, voilà. C'est vraiment le dernier renfort, ça va être la sauvegarde. Donc, ce qu'on avait fait, nous, dès 2015 de mémoire, c'est que nos serveurs de sauvegarde, on les avait isolés dans un VLAN et on avait créé des règles qui faisaient que c'était les serveurs de sauvegarde qui allaient chercher les sauvegardes et c'était jamais le client de sauvegarde qui renvoyait la sauvegarde, en fait. Ça permet un truc très simple, c'est qu'il n'y avait aucun port ouvert à destination des serveurs de sauvegarde, et c'était tout dans l'autre sens. Donc ça, c'était plutôt bien. Entre-temps, on a changé d'outils de sauvegarde, donc on s'est reposé des questions, et là, on évolue, puisque les menaces ont beaucoup évolué, maintenant les sauvegardes sont très ciblées, clairement très ciblées, ce qui était moins le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, il faut même se demander si le compte de votre administrateur de la sauvegarde peut détruire les sauvegardes. Pour ça, parce qu'en fait, le compte, il sera ciblé, en fait. Hein. Il sera ciblé et donc récupéré. Pour ça, il y a les bandes dans le coffre, et puis il y a des technos sur les sauvegardes de type cloud, il y a des technos qui permettent de ne pas supprimer les sauvegardes, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt du versionning de fichiers. Voilà. Ces technos de versionning, on appelle ça du soft delete. C'est-à-dire que quand un fichier va être supprimé, en fait, il ne va pas être supprimé, il va être marqué comme... alors, il va être marqué comme supprimé, mais on pourra restaurer la version d'avant, ce qui fait qu'en fait, on ne supprime pas le fichier. Donc ça, c'est intéressant. Un point essentiel aussi, c'est que les serveurs de sauvegarde, donc ça reprend le plan d'action, les serveurs, c'est peut-être bizarre de le dire ça, d'ailleurs, quand j'ai dit ça à mes admins de l'infra, ils se sont dit c'est bizarre. En fait, non, parce que l'AD, il est très ciblé, et une fois qu'on a l'AD avec un compte admin du domaine, eh ben on est admin de la sauvegarde. Et donc, on peut planter les serveurs, on peut planter les sauvegardes, les serveurs de sauvegarde, pour ensuite balancer le ransomware avec les outils des administrateurs en plus. Ce qu'il ne faut pas. Donc, si on coupe l'AD des serveurs de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on retourne sur du local, ça nous permet de protéger, en fait, parce qu'ils vont devoir en plus récupérer le mot de passe qui était associé à ça. Il y a un autre point qui est du coup super important, c'est que le compte local qui est utilisé, il doit être unique à chacun des administrateurs de la sauvegarde. Hein. Vous pouvez y aller sur la suivante. Et en fait, il va être unique, et surtout, il y a le multifacteur qui peut être très simplement mis en œuvre. Par exemple, alors je ne sais pas quel moyen de sauvegarde vous avez, hein, mais Vim, c'est possible avec Google Authenticator, c'est ultra simple. Rubrique, pareil. NetBackup, par contre, désolé, c'est pas possible. J'ai regardé hier, c'est toujours pas possible, a priori. Il faut attendre la prochaine version. Mais en gros, Google Authenticator, vous avez un smartphone, vous installez une appli, vous l'enrôlez sur le système, et puis ça va vous demander un code. Vous allez taper votre login, mot de passe, et puis vous allez devoir taper un code à usage unique. Il n'y a pas besoin d'avoir Internet sur le smartphone en plus. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et c'est ultra simple surtout. Ensuite, à l'époque, les mesures qu'on avait visées, c'était tout ce qui allait ralentir la propagation latérale des virus. Et quand on dit ça, on dit forcément mettre à jour les systèmes, mettre à jour les postes. Donc chez nous, c'est tous les mercredis dans la nuit, et ça redémarre
le mercredi dans la nuit, en fait. Donc ça redémarre tous les mercredis, enfin quand il y a besoin, tout notre parc redémarre. Pour les serveurs, on est allé voir la CME, on a expliqué qu'il y avait des problèmes graves, hein. Les premiers hôpitaux, c'était en pareil 2015 avec Loki, on a les premiers hôpitaux qui ont été bloqués aux États-Unis. Du coup, on était allé voir la CME à l'époque et on leur avait dit, bon, ils utilisent des techniques où ils utilisent des vulnérabilités, hein. Il faut absolument qu'on tienne notre parc de serveurs à jour. La CME avait dit, bien sûr, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, peu importe, on coupera 4 heures, on fera les mises à jour et ça sera bien. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a une mise à jour qui est immédiate sur les vulnérabilités critiques, donc celles dont parlait Lionel tout à l'heure. Elles ont été patchées, c'est la slide d'après, je crois. Voilà, par exemple, Hafnium qui touchait les serveurs Exchange en mars, on l'a patché le jour même à 18 h. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, il y avait une autre vulnérabilité critique à plus de 9 sur Exchange encore. Elle était patchée pareil le jour même à 19 h. Parce qu'au final, l'effort, il est minime. Et par contre, l'exposition d'un serveur Exchange, elle est frontal web. C'est un truc qui est... En plus, Exchange fonctionne avec un compte admin du domaine. Et du coup, frontal web troué, admin du domaine derrière, pour nous, c'est absolument critique. Il y a un truc avec la mise à jour aussi, c'est que il faut refuser d'installer des OS qui sont en fin de support dans 1 an, 2 ans, parce qu'on sait très bien que dans la santé, les OS, ils durent longtemps. Dans le biomed, ils durent 10 ans, enfin, facilement 10-15 ans. Même sur les postes de travail, honnêtement, un poste de travail, il dure 5 ans. Si vous installez aujourd'hui un truc qui est plus supporté dans 2 ans, il y a de fortes chances que dans 2 ans, il sera encore là, dans 5 ans, il sera encore là, et pendant 3 ans, vous n'aurez plus de mise à jour. Donc refusez-le direct, demandez directement. Là, aujourd'hui, par exemple, on installe du 2019 sur les serveurs, ça fait plus d'1 an d'ailleurs que c'est le cas. Voilà. Je pense que c'est important d'anticiper, ça vous évite du travail en fait pour la suite. Du coup, le corollaire à ça, c'est qu'il faut aussi traiter l'historique. Donc les XP, les Windows 2007, les Windows 7, pardon, les Windows 2003, 2008, tout ça, normalement, il faut les mettre à jour. Les 2003, à peine vous le regardez, vous êtes admin dessus, quoi. C'est des trucs qui sont troués, qui sont complètement troués aujourd'hui. Les 2008, c'est à peine mieux, je crois. Bon, voilà. C'est extrêmement long, hein, on est d'accord. Pour la propagation latérale, toujours, sur les postes de travail, je pense qu'il faut installer un antivirus qui se mette toujours à jour tout seul, hein, pour ses signatures. Par contre, je pense qu'installer un antivirus sans regarder les logs, je pense que c'est la moitié du travail. En fait, ce qui est important dans l'antivirus, c'est tous les matins, alors moi j'ai ma routine, c'est que tous les matins, je passe entre une demi-heure et 1 heure à vérifier tous mes logs de la veille. C'est-à-dire que en fait, j'ai un rapport du pare-feu, j'ai un rapport d'anti-spam et j'ai un rapport de l'antivirus. Et tous les matins, c'est le premier truc que je fais à 8 h le matin. Ça m'a permis de découvrir des trucs, hein. Ça m'a, par au moins 3 fois, j'ai pu découvrir un poste de travail qui essayait d'envoyer des mails alors qu'il ne devait pas, enfin des trucs comme ça. Et on a pu réagir. En fait, l'incident de sécu, il a duré 24 heures au lieu de durer potentiellement plusieurs jours ou semaines. Il y a un outil de Microsoft qui est extrêmement important aussi, c'est qu'il y a une fonctionnalité, vulnérabilité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, sur les postes de travail dans un parc, c'est que le mot de passe admin local de tout votre parc de postes, ça va être le même, en général. Donc il y a un truc qui est intéressant de Microsoft, c'est LAPS. LAPS, en fait, ça va mettre un mot de passe admin local différent sur tous les postes, et ça va le stocker dans l'AD. Et donc, vous aurez un compte admin local avec un mot de passe différent pour tous les postes. Ça complexifie un tout petit peu quand vous devez installer un truc sur un poste. Par contre, ça complexifie beaucoup la propagation latérale d'un pirate ou d'un virus, parce que il n'aura pas le compte d'à côté, quoi. Donc après, il devra en répondre aux questions après, je pense. Alors, les admins ne sont pas admins locaux des postes.
les utilisateurs non plus. Voilà. Et en fait, quand on est admin, on n'a pas besoin, et en plus, on a des droits évolués, donc en théorie, les admins devraient être au même niveau que les utilisateurs, enfin même mieux, quoi. Il y a des trucs, c'est que chez nous, par exemple, on est en train de retirer les droits admin du domaine aux admins. C'est un truc qui, en fait, ils n'ont pas besoin. Le monde Windows, l'AD, les GPO, tout ça, en fait, on peut faire des délégations, on peut faire plein de trucs qui permettent de donner le juste droit à la bonne personne. Voilà. Donc, admin du domaine, c'est un droit qui devrait quasiment pas exister. Il devrait y avoir un ou deux comptes et ça devrait suffire. Il y a un truc qui est super important, c'est que dans ma routine du matin, je vérifie la liste des comptes admin du domaine, parce que un des moyens des pirates pour se maintenir dans un parc, c'est de créer un compte, de le caler discrètement dans le groupe admin du domaine ou un groupe affilié pour gagner en persistance. Donc si vous vérifiez que vous voyez un compte ajouté et que vous ne savez pas d'où ça apparaît, c'est alerte rouge, quoi. Voilà. Donc tous les matins, perso, je le fais tous les matins. Voilà, ça on peut passer. Un peu quelques autres. J'ai mis quelques autres trucs là, mais c'est pas tellement important. Vous aurez le PowerPoint de toute façon. Voilà, il y a des outils qui peuvent aider à faire un peu tout ça. Des outils pour faire des campagnes de phishing, des tests de vulnérabilité, tout ça, ça peut aider en fait. Je vous remercie, Monsieur Roman, pour toute l'expérience. Je vous propose, il y a quelques questions qui vous sont adressées. Vous avez accès au chat ou vous souhaitez que je les... Oui, j'ai accès au chat, j'ai vu ça. Après, vous choisissez-les et on répond. Alors, je pense qu'on peut partir de... Un service anti-spam type Mailing Black est-il une option intéressante? Oui, je connais ce service, je ne l'ai pas choisi parce que ça peut se contourner aussi, mais apparemment c'est pas mal. Après, moi j'aime bien les outils où je peux faire mes regex, je suis un peu geek aussi. Merci. Je ne saurais pas dire plus que ça en fait. Après, Mailing Black, faut faire attention parce que je sais qu'aujourd'hui, Mailing Black permet sur des grosses campagnes de pas être touché parce qu'en réalité, ceux qui font des grosses campagnes ne vont pas s'amuser à remplir le captcha à chaque fois. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui va vous cibler, globalement, lui, il va le remplir. Donc ça vous protégera en rien. Donc il faut faire attention à contre quoi on veut se protéger. Avez-vous des exceptions d'extension pour des destinataires ciblés comme les ARS? C'était notre intervention sur la partie gestion. Des exceptions, non. Alors moi, j'aime pas les exceptions. Donc ça, c'est un truc, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais les exceptions, c'est un truc... je fais... Alors effectivement, on a mis des gens en liste blanche, hein, mais quand alors je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était ciblé la recherche, les ARS, tout ça, et ça m'est arrivé, moi, de recevoir des campagnes de phishing de la part d'adresses de l'ARS, en fait. Du coup, j'ai jamais whitelisté l'ensemble du domaine ARS. On ne fait pas d'exception. Des fois, ça peut être pénible, effectivement, d'aller repiocher un truc qui a été bloqué. Bon, globalement, on s'en sort. Après, je vous avouerai que bloquer les... Là, en ce moment, on bloque les points doc et les points Excel. Hein. Donc, c'est un peu violent. Je ne vous en ai pas parlé. Hein. Ah oui. Ouais, ça, je sais que c'est violent, mais en fait, on a reçu tellement de... En fait, c'est pas qu'on les bloque, c'est qu'on les met en quarantaine. Comme ça, on peut, avec mon adjointe, on peut regarder et on les débloque. En fait, les utilisateurs ont une remise qui est faite 24 heures plus tard. Voilà. C'est une mesure un peu temporaire parce qu'on s'est pris quelques campagnes un peu pénibles. Mais ça veut dire que ces mesures-là sont validées aussi par votre direction Oui, par mon DSI, et effectivement, on est très écouté par le DG. Donc ça, c'est essentiel, je pense. Oui, le DSI me suit beaucoup, depuis toujours, hein, depuis 8 ans. Et le DG, tous les DG, j'ai eu 3 DG entre-temps, ils ont tous toujours suivi la sécu. Une question sur la double tente, oui, l'utilisation du deuxième, d'un token, d'un moyen pour recevoir le deuxième facteur, comme un téléphone, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des... Il faut l'autorisation de l'utilisateur, comment ça se passe Est-ce que vous rencontrez des difficultés Alors, par rapport à quoi? Parce que double tente, en fait, l'utilisation d'un téléphone, d'un smartphone. Oui, ouais, nous, on le fait pour les admins, pour la sauvegarde. C'est en test pour le VPN. En fait, il y a
plein de choses qu'on peut faire en double authentifiant. On peut envoyer un SMS, même si c'est plutôt à éviter, je crois, maintenant. On peut envoyer un mail, il y en a qui font ça. On a les Google Auth ou les Microsoft Authenticator aussi. Il y a pas mal de choses. Souvent, ça nécessite... Après, il y a les clés aussi. Il y a aussi les clés physiques, hein, les OTP. Hein. Fortinet propose ça. Il y a plein de choses. Je ne sais pas ce que c'est la question exactement du coup. Mais en fait, la double authentification, mais quid de l'autorisation de l'utilisateur qui ne veut pas forcément d'appli sur son téléphone? Oui. Donc, vous sollicitez l'autorisation de l'utilisateur parce que vous utilisez. Là, mes admins, j'ai pas eu le cas, ouais, c'est vrai. Mais donc, c'est des moyens que vous leur mettez à leur disposition, c'est des moyens personnels, oui. Alors aujourd'hui, je vous dis, on le fait que sur les admins. J'ai pas eu le cas. D'accord. Si c'est que les. Non, mais c'est aujourd'hui, vrai. Je sais que dans une structure, là, ils l'ont mis en place en une semaine et apparemment, ça s'est bien passé là. Des retours qu'on a pu avoir, ils ont réussi à mettre sur les téléphones des gens. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de blocage vu que c'est juste une application. Mais c'est sûr que si des gens n'ont pas de smartphone, ça peut être compliqué. Mais aujourd'hui, c'est un peu. D'avoir leur aval. Quoi. Et je crois qu'en gros, ce qu'il m'avait dit, c'est que la personne m'a dit qu'en gros, s'ils n'avaient pas de smartphone, ils n'ont pas de VPN. Quoi. Voilà, en général, c'est ça, parce qu'au final, ça se joue à ça. C'est un peu dommage. Hein. Alors, une autre question. C'est une mesure de sécurité, donc après, il y a un risque derrière, donc ça se joue, quoi. Ça se joue. Il y a la charte aussi qui peut appuyer là-dessus. Bon, après, je comprends que ce soit un téléphone personnel et qu'on puisse refuser. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'accès. Moi, je serais plutôt sur cette position aussi. D'accord. Quel outil utilisez-vous pour la mise à jour des serveurs? Pour la mise à jour des serveurs, WSUS, c'est un peu couplé avec CSM, Orchestrator et tout ce... Je ne sais pas si vous connaissez tous ces produits de Microsoft. C'est un orchestrateur, en fait. Hein. Mais c'est SSCM avec WSUS. Alors, une question sur le rôle du RSSI, vous avez dû voir. Est-ce que c'est le rôle du RSSI de vérifier quotidiennement les logs d'antivirus, mais vous avez expliqué aussi votre appétence. En fait, alors moi, c'est vrai que je suis un RSSI, j'ai un cursus technique, mais je suis aussi certifié 27001 et compagnie, je fais aussi de la paperasse. Non, je suis un RSSI technique, donc effectivement, le rôle, c'est plutôt au gars qui prend la casquette sécu. Donc, ce n'est pas forcément le RSSI, hein, peu importe. Je veux dire la sécurité opérationnelle. Opérationnelle, voilà, oui, ça peut être un admin. Bien sûr, ça peut être un admin, ça peut être le gars qui gère le pare-feu, ça peut être une équipe de 2 ou 3 personnes, hein, peu importe. Alors, l'APS est-il efficace si l'AD est compromis? Je pense que... Alors, l'APS, ce qu'il fait, c'est que le mot de passe du compte admin local des postes remonte dans l'AD. Donc, si l'AD est compromis, ça veut dire que le gars il a accès à tous les mots de passe. Par contre, il va devoir se taper l'accès mot de passe par mot de passe pour chacun des postes. Donc, après, il se connectera avec l'admin du domaine. Hein. En plus, voilà, c'est ça. En plus, c'est surtout ça. L'admin du domaine, du coup, il a accès à tout le parc. Donc, voilà. Donc, l'APS, en fait, il ne compte plus là. L'APS, c'est vraiment pour... ce qui se passe souvent, en fait, c'est que certains utilisateurs sont administrateurs de leur poste. De ce fait-là, ils peuvent récupérer le cache est la base en gros locale des mots de passe. Ouais. Ce qui, quand un attaquant compromet un poste, du coup, s'il a cet accès-là, il va récupérer cette ruche, il va casser les mots de passe offline. Ou alors il va utiliser les passes de hache. Et après, il va réutiliser les mêmes mots de passe d'admin et il va les rejouer sur les autres postes pour voir s'il peut rebondir à travers le SI. Et c'est là où justement LAPS est intéressant, c'est qu'il ne pourra pas rebondir entre les postes en fait. C'est ça. Une question sur la double authent. Comment concilier la double facteur ou multifacteur et compte générique de télémaintenance, puisque le deuxième facteur d'authent est supposé être effectivement lié à une personne physique. Enfin, il est difficile d'avoir une gestion d'identité nominative à jour en temps réel pour des entités externes. Exemple, pour notre DPI, plus de 130 comptes. Oui, oui, je sais bien. Alors, on a eu la problématique aussi. Alors, nous, pour le coup, on est passé en compte nominatif. 130 comptes pour le DPI. Ça me paraît beaucoup, mais en fait, nous, on a aussi du support sur notre DPI, forcément. Ça représente une douzaine de personnes qui sont du coup, on a fait des comptes nominatifs, en fait.
Donc, ils ont tous un accès nominatif, VPN plus Bastion. Voilà. Donc, ça se passe comme ça chez nous. Après, je ne sais pas, dans votre cas, il faudra regarder. Une question sur la sensibilisation. Complémentairement à toutes ces mesures techniques sur la sécurité de l'infra, avez-vous mené des actions de sensibilisation auprès des utilisateurs? Oui, pas que des utilisateurs, aussi beaucoup auprès de la direction de la CME. J'appelle ça du lobbying. En fait, donc la sensibilisation des utilisateurs, elle se fait par plein de méthodes. On a fait des campagnes d'affichage. Je participe à chaque magazine qui sort 2 ou 3 fois par an, avec un article thématique à chaque fois. On fait des mails touchus aussi, des mails qu'on envoie à tout le monde sur un sujet, pour avertir d'un risque souvent. On fait pas mal de choses comme ça. On fait aussi ce qu'on appelle des cafés discussions, c'est-à-dire qu'on prend une salle de réunion qu'on laisse ouverte à tout le monde. On prépare un petit déj, hein, ça fait venir les gens. Et on va parler d'un sujet, en fait, on va dérouler une presse en permanence, et puis les gens se raccrochent, ils arrivent 10 minutes, ils restent, ils posent une question, ils repartent. Voilà, on fait pas mal de trucs comme ça. Je forme aussi, surtout, ça c'est intéressant d'ailleurs, je forme tous les nouveaux arrivants. Alors, former, c'est un grand mot, mais je sensibilise tous les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, il y a un truc qui a été mis en place avec les ressources humaines, c'est la journée d'accueil, en fait. Et sur la journée d'accueil, j'ai 20 minutes. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà pas mal. Et je forme de la même façon tous les internes. Donc 2 fois, il y a 2 sessions par an, puisque tous les 6 mois, ils changent. Donc je participe 10 minutes, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est 10 minutes pour leur parler des trucs principaux. Voilà. C'est pas grand-chose, mais au moins ils me connaissent et ils me remontent des trucs quand ils en voient. Une question sur le partage de fichiers. Quel outil de transfert de fichiers est utilisé? Bluefile, WeTransfer ou OneDrive? Alors nous, on a mis en place, comment ça s'appelle, Nextcloud en interne chez nous. Donc c'est en DMZ. Et voilà. Et ça me permet de fermer justement tous les autres. Nextcloud, c'est pas mal, hein, c'est français en plus, je crois. Donc c'est pas si mal. Je ne saurais pas vous dire. Ouais. Pour la sensibilisation, j'ai oublié aussi, je fais aussi 2 trucs intéressants, c'est que je m'amuse à casser les mots de passe de l'AD une fois par an, et ça me permet d'avoir des stats. Et je dis mon évolution, en fait. La première année, j'avais cassé 97,4% des mots de passe quand je suis arrivé. La deuxième, 76, et la troisième, on a mis en place la politique de mots de passe, on était tombé à 16% des mots de passe. Là, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps, il faudrait que je le refasse. Donc ça me permet de communiquer à ma DG, à ma direction. Et l'autre truc, c'est qu'on fait des campagnes de phishing via l'outil GoFish, qui me permettent de dire, par exemple, que j'ai 15% des utilisateurs qui filent leur mot de passe quand quelqu'un leur demande par mail. Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place toutes ces mesures? C'est depuis 2013 qu'on fait un peu tout ça. Alors, je ne fais pas que ça, hein, parce que j'ai aussi fait le dossier pour être hébergeur HDS. On est hébergeur HDS, donc j'ai fait ça. Là, j'ai eu une ISO 27001 à monter pour prendre la suite. Donc, je fais pas que ça, en fait. J'ai une équipe derrière aussi, quand même. Mais c'est 8 ans de travail, ouais. Alors, sachant que c'est pas 8 ans, hein, si on veut le faire, faut pas me faire dire ce que je veux surtout pas dire. La plupart des mesures pourraient se mettre en quelques mois, en fait. J'ai une personne, ça s'adresse peut-être plutôt à nous, donc je trouve très intéressant toutes ces mesures. Sera-t-il possible d'avoir la présentation ou la liste des mesures pour mettre en place un plan d'action chez moi? On y reviendra à la fin de la présentation. On va, en tout cas nous, dans le cadre de l'accompagnement post-incident, proposer et d'accompagner les structures dans le cadre effectivement du renforcement de la sécurité et de la mise en place d'un plan d'action qui reprendra l'ensemble des thématiques qu'on vient d'aborder, les 5, en tout cas au moins les 5 points stratégiques qui ont été présentés par Lionel. Donc je vous invite, monsieur Renassia, à reprendre contact avec nous pour ce point-là. Les comptes génériques de prestataires doivent être désactivés quotidiennement et activés sur demande formelle. C'est un commentaire, excusez-moi. C'est une méthode, hein, ça peut être fait aussi. Hein. C'est quelque chose qui peut être fait. Hein. Donc, du coup, j'ai encore un point sur le partage de fichiers. Quid de l'ARS ou FHF qui utilise encore WeTransfer ou Dropbox?
Oui, bah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. En général, quand ça arrive, ils se prennent un mail de retour où on leur dit qu'il faut utiliser un autre truc. Ou alors ça vient de la DG qui me transfère le mail pour que je leur débloque. Ça peut arriver forcément. Une dernière question, quelle méthode utilisez-vous pour craquer les mots de passe de la DG? La bonne vieille méthode avec un Kali Linux. Je dump la mémoire, le ntds.sys et compagnie, là, système et je sais plus quoi. Et après, il y a quelques outils comme ça. Ça permet de dumper les hashes. Et après, je craque les hashes avec des rimbotables. Enfin, c'est pas forcément la plus simple, je pense, de méthode, mais c'est la mienne, les habitudes. Il y avait encore 2-3 questions, je crois que tu as dû passer à côté. Là. Il y avait une personne qui me demandait sur l'outil CheckBL, fonctionne-t-il avec n'importe quel log firewall? Oui, pour répondre, normalement, ça c'est. En fait, c'est une extraction. En fait, l'outil, en fait, il fait juste que extraire les IP à travers une regex. Et après, il compare cette IP par rapport à. Enfin, il fait de la GOP dessus, donc normalement, ça marche sur n'importe quel type de log. De toute façon, il faut le faire sur des logs où il y a de l'authentification, bien sûr. Et qu'il y a l'IP, il faut qu'il y ait l'IP aussi dans le log. S'il n'y a pas d'IP, forcément, il ne va pas marcher. Après, il y avait une autre question sur les technologies de Bastion. Alors aujourd'hui, il y en a pas mal de payants. Je ne sais pas ce que je connais les payantes. Ouais, moi, j'en connais qui ne sont pas payantes, mais. On va se compléter. Ouais, alors, moi, pour les questions pas payantes, aujourd'hui, le monde il se sépare en deux un peu. Il y a la partie RDP et la partie SSH. Il y a beaucoup de bastions qui sont gratuits, qui font du SSH. OVH en publie un gratuitement. HashiCorp en a publié un récemment aussi qui est plutôt côté. Enfin, il fait du RDP aussi, mais il est un peu particulier. Et après, sinon, il y a Guacamole qui est assez connu, qui est assez vieux et qui marche pas mal. Donc avec ça, vous pouvez faire du SSH, du RDP, du VNC et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre truc, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Il y a du Kubernetes, du coup, et il y a la double authentification intégrée dedans avec Google Authenticator. Et c'est une solution qui est pas mal. Et là, qu'on espère d'ailleurs sur cette partie-là, peut-être créer une VM pour les structures qui n'ont pas forcément, qui en ont pas, pour qu'ils puissent l'intégrer potentiellement dans leur récit. Donc, avec un autre moyen de bastion, mais sur les interfaces web du coup, qui prendrait une solution qui s'appelle Otelia et qui est gratuite aussi pour mettre de la double authentification. Après, je sais pas du coup pour côté payant, je connais pas trop. Je sais qu'il y a Walix, mais. Pour les payants, ouais, tout le monde connaît Walix. En fait, il y en a 3, je vais les classer par ordre de prix. Il y a Balabit, qui est le plus cher. Balabit, c'est ceux qui font syslog-ng. Voilà. Donc c'est les plus chers, mais c'est une techno de fou, quoi. Ils reconstituent les trames réseau pour refaire les. Enfin, c'est de la folie. Par contre, le ticket d'entrée pour chez nous, c'était 80 000. En deuxième, le moyennement cher, c'était Walix, qui est une bonne, qui est français, coté en bourse et tout. Je crois que c'est certifié ANSI en plus. Le ticket, c'était autour de 40 000 € pour mon établissement, je parle. Et le troisième, c'est celui qu'on a sélectionné, c'était Ruby4 Lab, le bastion, qui s'appelle Provit, qui est très simple, qui fait juste ce qu'il y a besoin, et c'était autour des 20 000 €. Voilà, on a choisi Provit depuis 6 ans maintenant. Okay. Ouais, juste pour préciser, Guacamole aussi, il fait les enregistrements des trames RDP, c'est ça, on peut les revoir aussi. Et il est pas mal, hein. Les dernières versions sont plutôt pas mal. Si vous n'avez pas trop d'argent, ça peut être une solution intéressante, je pense. Ouais, carrément. Après, il y avait d'autres questions que j'ai vues. Ah oui, il y a quelqu'un qui demandait si c'était intéressant de bloquer les accès VPN depuis l'étranger. Enfin, non, il le faisait d'ailleurs. Là, j'ai envie de dire, bon, ça peut être intéressant, forcément, ça va vous limiter. Quand il y a des scans d'Internet entiers, il ne va pas vous voir, enfin, on va pas vous voir. Après, globalement, c'est à double tranchant, on va dire, parce que du coup, la personne il va utiliser forcément un VPN étranger, un VPN français pour accéder chez vous. Et du coup, vous allez moins pouvoir le repérer sur des questions d'alerting, parce que du coup, vous n'allez pas. Ça va être une IP française, donc du coup, ça va être plus compliqué à identifier que le compte a été compromis, quoi. Donc c'est un peu à double tranchant. Et après, je crois qu'il y avait une autre question sur des virus synchronisés. Là. Alors, existe-t-il des recommandations pour protéger les serveurs de profil itinérants qui peuvent récupérer les virus synchronisés depuis des postes? Bah là, globalement, c'est pas grave, hein, que le serveur, il y a un profil qui est un virus à l'intérieur. Globalement, le serveur, il n'exécute pas le profil, donc il n'y a pas de. L'intérêt, c'est que justement qu'il y a un antivirus sur le serveur qui scanne la partie profil utilisateur
et qui pourra potentiellement identifier les malwares et les supprimer à la volée. Voilà. Après, je crois qu'on a fait le tour sur ces questions. Il y en a Et donc, quelques-unes. deux nouvelles questions. Oui. Alors, l'utilisation de NSX pour protéger les serveurs. Oui, moi j'utilise. Donc on a mis en place NSX, c'est un outil de VMware qui permet de faire de la microsegmentation. NSX-T. En fait, ce qu'on fait, on a plusieurs cas d'usage. Un cas d'usage qui est très sympa, par exemple, c'est que chacun de nos serveurs en DMZ est dans une bulle. Ce qui fait que quand on pirate le site web, par exemple, si ça arrive, ça doit arriver, hein, le gars, il ne peut rien faire en fait. Même s'il lance un ping à destination du réseau, bah, il n'a rien en retour. Il est tout seul dans sa bulle et il ne peut pas aller nulle part. Donc ça, c'est une super techno. Ça coûte très cher aussi. Et c'est très, très structurant en fait. Ça change toute la notion, toutes les habitudes qu'on avait d'un point de vue réseau, quoi. J'ai d'autres cas d'usage, par exemple variant pour la radiothérapie. C'est un truc qu'on considère comme critique, et donc on a bullé tous les serveurs ensemble, et donc ils peuvent communiquer qu'entre eux. Enfin, voilà. Et j'ai quelques autres cas comme ça. Après, je pense que globalement, hein, au-delà des NSX, c'est vrai que la microsegmentation, c'est quelque chose d'important, je pense. Ouais. Et c'est l'avenir un peu l'avenir de la sécurité. Et c'est ce qui est un peu dans les mesures, ce qu'on disait, hein, toute la partie administration ne doit pas être accessible aux autres machines que celles qui sont légitimes. Ouais. Et ça, c'est de la microsegmentation, parce que derrière, ça va vous obliger à faire une règle firewall au niveau local pour éviter qu'une machine dans une même plage puisse accéder à une. Ouais, c'est clair. Donc en gros, ça revient à la même chose, ça bulle, sauf que c'est vrai que la NSX doit sûrement ça facilite, rendre plus simple. Voilà, c'est ça, rendre ouais. plus simple cette chose. En fait, c'est possible manuellement aussi. NSX, ouais, on appelle ça un pare-feu est-ouest en fait, hein, à l'inverse des pare-feux habituels. Et en fait, on a deux autres cas d'usage. C'est que, par exemple, tout ce qui est serveur de gestion en fait, du parc, on l'a isolé aussi. Il n'est pas accessible aux utilisateurs. Ça nous fait une espèce de réseau d'admin, en fait, de réseau de niveau 2, quoi, on va dire. Un peu plus sécurisé. Et j'ai un autre cas d'usage, mais je l'ai zappé entre-temps. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une super techno, et par contre, c'est très chronophage. Quelques questions. Vos comptes admin de domaine de l'AD sont-ils les mêmes que ceux qui sont admin de la sauvegarde? Non, du coup, puisque admin de la sauvegarde, ce sont des comptes locaux au serveur de sauvegarde. Un truc qui est intéressant aussi, je ne sais pas si ça a été, si je l'ai dit, je ne me rappelle plus, c'est que nos admins, ils ont un compte utilisateur et un compte administrateur, hein. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir une session sur un poste de travail avec un compte admin. Ils sont utilisateurs quand ils font ça. Vous avez indiqué que vos serveurs en DMZ n'avaient pas d'accès Internet, donc comment vous faites pour les mises à jour? On fait des règles de maintenance qui sont désactivées en permanence, et sauf quand on a besoin, on les ouvre. On fait les mises à jour et on les referme. Télétravail, donc VPN SSL versus VPN IPsec avec un client lourd. Quel est votre point de vue? Je sais que l'ANSSI préconise plutôt des VPN IPsec. C'est plus simple à gérer un parc de VPN SSL, honnêtement. Mais bon, voilà. Les préco, c'est plutôt l'IPsec, hein, je crois. Je ne sais pas ce que vous... Je crois, oui, je crois. Après, c'est plus lourd à gérer. C'est quand même plus lourd à gérer, quoi. Oui. On est d'accord. Parce qu'il y a des certificats et autres. Oui. Il me semble que j'ai passé toutes les questions, mais si d'autres personnes souhaitent poser une question ou deux questions, puis on va terminer, moi, sur les deux slides qui restent. Mais juste pour les forums d'échange, oui, moi j'en connais au moins un. Je ne sais pas si vous... Alors, déjà, il y en a un qui n'est pas très connu, c'est celui qui est disponible sur le portail Cyberveille Santé. Hein, oui, c'est vrai. Qui est dédié à cela. Alors, il y a peu d'échanges, mais en tout cas, il y a une possibilité de pouvoir, en tout cas, avec bien sûr l'intervention du modérateur, de poster un sujet d'échange et puis d'échanger dessus. Mais oui, il y a aussi Forum SIH qui est plus ancien. Mais en tout cas, voilà, comme forum d'échange, on va dire, mise à disposition
du CERT Santé, il y a le portail Cyberveille Santé. Donc, si vous avez un compte, vous pouvez proposer un sujet et puis ensuite échanger. Mm. Il y a une dernière question, alors technologique, WireGuard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je ne connais pas. Pas mieux. Access Citrix, Netscaler, est-ce qu'ils doivent être encapsulés dans du VPN? Netscaler, il y a une gateway de toute façon pour ce genre de truc. Alors, je suis très mauvais en Citrix, je ne connais pas trop bien. J'utilise pas. J'ai vu qu'il y avait une vulne qui a été très exploitée, qui a été ouverte pendant pas mal de semaines parce qu'ils n'ont pas sorti les mises à jour rapidement sur la gateway et sur l'ADC, je crois que c'était. Après, je ne connais pas plus que ça, je ne saurais pas dire. En général, si c'est en frontal web, si on peut mettre un VPN, c'est mieux, quoi. Vous êtes combien de personnes dans l'équipe? Alors, on est 38 personnes, mais ça inclut 20 personnes fonctionnelles. Et en fait, au final, on est, on est 12 ou 13 personnels techniques et on est 2 à la Sécu et 3 si je compte mon DPO. J'ai mon équipe Sécu, je gère le DPO aussi. Il y a une question alors, spécifique sur y aura-t-il des retours d'expérience sur les attaques récentes contre le CH de Dax et Villefranche-sur-Saône? Alors, il n'aurait pas prévu spécifiquement d'avoir un rétex de la part de l'équipe de Dax ou Villefranche-sur-Saône, sachant que le scénario qui a été présenté et ce qui a été présenté en matière de remédiation est très proche de ce qui a été réalisé, très proche de ce qui a été présenté là dans la première slide en termes de scénario d'attaque, et puis ensuite dans toutes les mesures du plan qui ont été mises en œuvre voilà, pour renforcer la sécurité au sein du système d'information au sein de CCH. Je rajouterais juste un dernier truc là, c'est pensez vraiment à aujourd'hui, si vous avez une seule chose à faire en sécurité, pensez à vos sauvegardes et vos hyperviseurs dans le premier temps. Parce que ça serait aujourd'hui, c'est quand même une menace qui est assez importante et c'est vraiment quelque chose qui est la première chose à faire, c'est ça. Faites-le si vous pouvez rapidement. Ça évitera qu'on vous ait sur des incidents et ça sera une bonne chose pour tout le monde, je pense. Merci. J'en termine juste moi pour rappeler voilà, oui, le fait, je l'avais dit au début, mais donc CERT Santé, on s'appelle CERT Santé maintenant parce que le terme CERT, bien sûr, est déjà connu et reconnu dans le domaine de la réponse à incident et de la veille en cybersécurité. Donc, il était tout à fait logique qu'on reprenne ce terme de CERT. Et puis ensuite, santé, il se trouve que depuis la fin de l'année, à l'ANSSI, il y a un grand plan de mise en place de CERT régionaux et de CERT sectoriels. Donc, forcément, la Cellulax est tout désigné pour devenir le CERT des secteurs sanitaires et médico-social. Rappel aussi, donc on intervient en 9h-18h. Donc, c'est vrai que sur des gros incidents, comme ceux que vous avez cités, Dax, Villefranche-sur-Saône, il y a besoin d'un appui 24-24. Et bien là, bien sûr, il est nécessaire de faire appel à l'ANSSI, au CERT-CFR qui intervient 24-24. On a fait un webinaire qui présente nos actions d'appui en janvier 2021, qui est toujours disponible, donc qui explique un peu comment la méthode d'appui, les différentes étapes de l'accompagnement. On a aussi, je rappelle aussi qu'on a aussi un service de test en ligne des mécanismes de contrôle de la messagerie, donc pour bien restreindre au maximum les messages malveillants qui peuvent arriver jusqu'à l'utilisateur, avec plus de 160 points de contrôle sur les pièces jointes, sur les liens dangereux, sur le contrôle des pièces jointes, liens dangereux, sur la possibilité aussi d'usurper l'identité et l'adresse de messagerie du domaine. On a un webinaire qui présente aussi ce service et qui présente aussi les modalités. Vous pouvez faire en tout cas votre demande à cyberveille@isanté.gouv.fr pour pouvoir bénéficier de ce service en ligne. On va mettre en place de façon, on va expérimenter un renforcement de l'accompagnement, j'en ai déjà parlé, donc de post-incident et essayer de reprendre un peu voilà, cette démarche qui a été présentée en l'approfondissant avec sur la base d'un questionnaire assez exhaustif qui va reprendre il y a plusieurs dizaines de questions sur différentes thématiques qui vont permettre
nous permettre d'évaluer et de pouvoir évaluer le niveau de sécurité, de faire un diagnostic, poser un état des lieux du niveau de sécurité d'un point de vue logique, la sécurisation de vos SI, qui va nous permettre aussi de partager avec vous un plan d'action par étape, bien sûr, en priorisant la sécurisation des composants les plus critiques, et pouvoir ensuite vous indiquer dans ce plan d'action les différentes mesures qui vont vous permettre aussi de couvrir des exigences, y compris les exigences réglementaires qui sont liées, les exigences de l'ANSSI qui sont liées aux opérateurs de services essentiels. Et puis, un point important, bien sûr, ça nécessite souvent des efforts importants dans la mise en œuvre du renforcement du système d'information, puisqu'il y a souvent plusieurs sujets à aborder en parallèle. Et donc, ce programme, cette démarche, elle est vraiment progressive. Et on apportera notre appui, notre expertise dans la mise en œuvre de ces mesures et aussi dans les possibilités de valider la bonne mise en œuvre des mesures. Je ne sais pas si tu veux rajouter un point là-dessus, Lionel, sur cette partie qui va être développée. Globalement, de toute façon, là aujourd'hui, on essaye d'améliorer notre suivi du coup sur les personnes qui ont eu des incidents pour vraiment essayer de rentrer dans les détails et de les aider à mettre en place les durcissements appropriés. Et justement, comme l'a dit Emmanuel, on va essayer de faire ce même accompagnement sur d'autres structures qui n'ont pas eu forcément des incidents, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut quand même essayer d'intervenir au plus tôt pour éviter d'en arriver comme à Dax ou à d'autres endroits. Merci. Eh bien, voilà, je pense qu'on en a terminé. Merci à Monsieur Roman pour son intervention, et puis merci à tous pour vos questions et ces échanges. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.